Eh bien, nous allons parler de la rupture, de ce que vous proposez, de la classe politique que vous dénoncez. Mais je voudrais que nous regardions l'actualité. 3 mineurs arrêtés en quelques jours. Propos sur Internet qui laissaient supposer la possibilité d'un passage à l'acte. Alors, comment faire la distinction entre discours, attitude provocatrice et signes réels de radicalisation? Que faire? Que faire? D'abord, c'est terrible. Oui, oui. Se dire, d'accord. Oui, mais il faut quand même. Quel échec! Oh, il y a tellement de choses à faire. Il y a à rétablir l'ordre public, c'est-à-dire éviter à des jeunes de basculer dans la délinquance et de monter toujours d'un cran sans être jamais arrêtés. Comment faites-vous? Ça, attendez. Des ça, jeunes de 15 ans? Non, ça c'est là. Je suis élu de banlieue, je les vois. Oui, oui. Premier délit, rien. Deuxième délit, rien. 40e délit, rien. Et puis tout à coup, ils sont montés en puissance. Il n'y a jamais eu de limite de l'état de droit pour le coup. Attendez la suite. Attendez, pardon. Oui. 2 des 3 mineurs arrêtés sont de très bons élèves de 15 ans, qui n'ont jamais été condamnés à quoi que ce soit. Oui. Ordre public d'un côté. Oui. Deuxième point, l'école de la République. L'école de la République, vous dites que cela étaient des bons élèves, mais dans l'ensemble, notre école est en lambeaux et n'apprend plus à apprendre, ne dégage plus un projet général, n'est plus dans une dynamique. On est dans de la garderie. Et tous les enseignants vous le diront. Baisse des exigences, absence d'apprentissage de l'effort. C'est un point fondamental. Et puis il y a un autre problème, je vais vous dire, auquel j'ai beaucoup réfléchi cet été en vacances. On demande à tous ces jeunes de s'assimiler. On leur demande, et c'est normal. Mais on s'assimile à quoi quand nous-mêmes, quand le peuple français, quand ses dirigeants n'ont pas de projet pour le pays? Est-ce qu'on s'assimile au vide? Qu'on n'aura aucun avenir, aucune perspective, aucun idéal? La classe dirigeante française n'a plus d'idéal pour son propre pays. Et on va en parler, elle le vend par morceaux, elle est soumise à des directions étrangères, Wall Street, l'Allemagne, etc. Il n'y a plus de projet national. Comment voulez-vous demander à des jeunes complètement perdus, qui n'ont plus de repères, ni familiaux, ni scolaires, de s'assimiler à des gens qui ont perdu la foi en leur propre avenir? Donc la question, et c'est l'enjeu de la présidentielle aussi, vous disiez tout à l'heure pourquoi je suis candidat, vous me posiez la question, c'est pas seulement pour sauver mon pays parce que je le vois crever, ça me rend malade, franchement, ça me révolte, et parce que je sais qu'il a des atouts, mais parce que je veux aussi dire aux Français qu'on a tout pour réussir, qu'on est un des très grands pays du monde. Est-ce que vous avez entendu un de nos dirigeants, au cours des 10 dernières années, nous dire on est un des plus grands pays du monde? On n'a pas à rougir de ce qu'on a fait, on peut être fier de ce qu'on est, de notre civilisation, de ce qu'on a construit. On est toujours dans la repentance, on est toujours dans la destruction de soi-même. Comment voulez-vous qu'un jeune s'intègre à des gens qui se renient? Oui, je comprends très bien. C'est très important. Nicolas Dupont-Aignan, il y a peut-être des fichiers S parmi vos collégiens, vos lycéens Sans doute, de hier. Peut-être. Mais que faites-vous alors? J'aimerais le savoir d'abord. Oui. Et puis je vais vous dire, au-delà, vous balayez tout à l'heure un peu la question de l'ordre public. C'est pas négligeable non plus parce que j'ai dans ma ville, pourquoi pas le dire, j'ai eu une personne qui a tabassé des flics dans un commissariat, qui a crié à la Akbar, qui a menacé de les égorger. Ça, c'était au mois de mai. Il a été libéré par le juge. Le jugement a été reporté au 30 août. Et au 30 août, le magistrat, contre l'avis du parquet, l'a libéré encore et a reporté le procès au mois de février. Donc il est libre. Et il est libre. Il n'est plus dans ma ville parce qu'évidemment... et j'oubliais, le lendemain de sa libération, il a été tabassé sa sœur. Et c'est ma police municipale qui a sauvé sa sœur. Et il est toujours libre. Donc, quand on n'est plus dans un état de droit, parce que j'entends le Premier ministre, président de la République, toute la journée, l'état de droit, l'état de droit. L'état de droit, c'est d'abord que la République applique les lois de la République et défend les honnêtes gens, et ne défend pas les malhonnêtes. Donc l'inversion des valeurs, par la justice, par l'école, par le travail. Tiens, hier j'étais au salon de l'élevage à Rennes. J'ai un agriculteur qui m'a dit, Jean-Jacques Bourdin, il m'a dit, il pleurait presque, il m'a dit, le travail de l'homme ne vaut plus rien, tout est dicté par la finance. Le travail de l'homme ne vaut plus rien. Ça m'a glacé, et il avait raison. Et au même moment, il y avait Monsieur Macron qui paradait avec 150 micros dans le... et le type... Dans le salon, dans le même salon. Et il m'a dit, je vends mon lait, je peux même pas payer, je peux plus vivre de mon travail. Et les ouvriers d'Alstom, c'est pareil. Quand dans un pays, on peut plus vivre de son travail, quand ceux qui violent la loi sont systématiquement protégés,
Eh bien, c'est ça l'inversion des valeurs. C'est ça qu'il faut réinverser. C'est un combat culturel, presque. J'allais dire moral. Chez Alstom, tiens, parlons-en, Oui. puisque vous serez aujourd'hui à Belfort, je crois savoir. Grève le 27 septembre, d'abord des salariés. Est-ce que vous soutenez cette grève? Ben, bien sûr. Bon. L'État doit-il payer avec notre argent pour sauver les 400 emplois de Belfort? L'État, oui, doit sauver une entreprise. Faire pression sur la SNCF pour faire les commandes nécessaires. Oui. Nous sommes le seul pays au monde. Oui. Le seul pays au monde qui a la chance d'avoir une des industries les meilleures ferroviaires. Parce que si c'était un canard boiteux, je vous répondrais honnêtement, Jean-Jacques Bourdin, non. On n'a pas à payer pour un canard boiteux. C'est pas le cas. 30 milliards de commandes, là, au jour d'aujourd'hui, pour la branche ferroviaire de l'ancienne Alstom. 30 milliards. Le train s'exporte aux États-Unis, partout. La différence avec les autres pays... s'exportent aux États-Unis, les rames sont fabriquées aux États-Unis. La différence, c'est qu'au même moment, les dirigeants français de l'État, 2010, c'était le gouvernement Sarkozy, la SNCF commande les rames de l'Eurostar à Siemens, entreprise allemande. Même moment, Monsieur Huchon, socialiste de la région Île-de-France, commande pour 8 milliards d'euros de trains bombardiers canadiens. Oui, bombardiers fabriqués en France, hein, pardonnez-moi. Une partie. Dans le nord de la France. Une partie. Et d'ailleurs, chez Bombardier, on s'inquiète. Il n'empêche que ça a fatigué Alstom. Troisième point récemment, les locomotives, 44 locomotives sont achetées à une entreprise allemande par une entreprise paritaire, et notamment la SNCF est la leader de cette entreprise. SNCF et Deutsche Bank. Oui, Deutsche Bank depuis juillet. Donc, en fait, c'est la SNCF. Ça veut dire que nous sommes un pays qui a une entreprise qui marche bien. Si c'était un canard boiteux, je dirais, il faut pas acheter. Qui exporte dans le monde entier, mais nous, on ne commande pas avec l'argent public. C'est l'argent du contribuable. Moi, quand je paye mes impôts, je préfère faire travailler des ouvriers français si le produit est bon. Le produit est bon. Mais il y a pire, Jean-Jacques Bourdin. C'est que les dirigeants, Monsieur Hollande, Monsieur Macron, sont allés à Alstom, Monsieur Macron, le 25 mai 2015. Et ils ont dit dans l'usine de Belfort, devant les ouvriers, il n'y aura pas de suppression d'emplois avec vous savez, la vente de la partie énergie d'Alstom aux Américains. Ils ont menti. Et ils le savaient très bien qu'il y aurait un jour des suppressions d'emplois. Pourquoi? Parce que Alstom faisait des turbines électriques et faisait des trains. C'est contracyclique. Quand il y a des trains qui marchent, ça permet d'équilibrer les pertes et les gains. Toutes les grandes entreprises mondiales, Hitachi, General Electric, Siemens, ont plusieurs activités pour amortir les chocs. Et on a bradé, le gouvernement français a bradé Alstom Énergie à General Electric. Et vous savez comment ça s'est fait? Ça s'est fait sous la forme d'un hold-up. La justice américaine a poursuivi Alstom en vertu d'une loi extraterritoriale sur des soi-disant faits de corruption en Indonésie il y a 10 ans. Et Monsieur Cron et tous les dirigeants d'Alstom ont bradé l'entreprise de peur d'être poursuivis par la justice américaine. Qui part avec des millions d'euros. Avec 4 millions d'euros. Et si vous regardez ce que j'ai étudié le dossier avant d'aller cet après-midi à Alstom, ils ont payé 12 milliards les Américains. Et sur les 12 milliards, il y a eu 4 milliards 800 millions pour l'augmentation des dividendes des actionnaires d'Alstom et du rachat d'actions. Ça veut dire... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de poursuite en justice? Attendez. J'ai demandé à l'époque, avec d'autres, mais j'étais l'un des plus virulents à demander une commission d'enquête parlementaire. Monsieur Macron est devenu devant la commission des affaires économiques et il a dit, j'ai l'intime conviction, il l'a dit, je cite, j'ai l'intime conviction qu'il y a eu un chantage des Américains pour s'emparer d'Alstom. Il a dit ça, l'intime conviction. Il n'a pas dit je le sais. Je ne dis pas je le sais, je dis il a l'intime conviction. Pourquoi le gouvernement n'a pas autorisé une commission d'enquête parlementaire? Parce que le gouvernement a bradé Alstom aux Américains. Et en bradant Alstom Énergie aux Américains, il a mis en péril notre industrie. Et aujourd'hui, il vient pleurer. Ce sont des bourreaux qui viennent pleurer avec leurs victimes. C'est insupportable. Alors, votre charge... Alors, qu'est-ce que je propose? Parce que je propose des choses. Qu'est-ce que vous proposez? Je propose, d'abord, il faut renationaliser Alstom provisoirement pour éviter le dépeçage. Parce que maintenant, ils veulent le vendre à d'autres. C'est ça, le plan. En disant Alstom peut pas vivre seul, 30 milliards de commandes, on va le vendre. Marche très bien. Mais Alstom, avant d'être vendu à General Electric, là, par énergie, c'est nos centrales nucléaires, c'est des choses très importantes. Marchait très bien. 50 milliards de commandes. Donc, le gouvernement a accepté que des dirigeants d'une entreprise française se vendent et vendent le savoir-faire français.
la qualité de nos ouvriers et mettent en péril l'avenir d'une industrie fondamentale, l'énergie, le nucléaire. Nationalisation temporaire, une prise de participation, on a déjà 20% temporaire. Oui. Je propose de monter à 33% pour avoir une minorité de blocage et pour avoir un vrai plan public avec des commandes publiques, avec une restructuration s'il le faut, avec la capacité d'adosser Alstom à une autre entreprise pour qu'il y ait un partage des risques. C'est la seule solution. Mais est-ce qu'on se bat pour nos ouvriers ou nos agriculteurs, ou est-ce qu'on les laisse crever? Ça veut dire quoi? Vous dites, et vous êtes sévère avec toute la classe politique, vous mettez tout le monde dans le même panier, vous dites de toute façon, ils se servent de la France. Oui, ils se servent de la France. Profit. Et je vais vous donner un autre exemple. Personnelle. Il y a pire. Le directeur des participations de l'État. Oui. C'est le directeur qui à Bercy gère tout l'actionnariat public. Oui. Vous savez où il est parti après ce dépeçage de General Electric? Il a été recruté par la Bank of America, qui était d'ailleurs la banque, tiens c'est curieux, qui gérait les affaires d'Alstom. Et vous savez où est parti le directeur du Trésor, c'est-à-dire la plus haute fonction de Bercy il y a un an? Il est monté un fonds d'investissement avec des Chinois. Quand un président de la République, François Hollande, quand Monsieur Macron, qui avait ça là, les préparatifs, parce que ça fait des mois que les dirigeants d'Alstom alertent sur les dangers. Monsieur Macron, il prépare sa campagne. Et Monsieur Macron, il a accepté que les 2 plus hauts fonctionnaires de Bercy partent dans des banques étrangères. J'appelle ça, je pèse mes mots, Jean-Jacques Bourdin, de la haute trahison. Et comment voulez-vous que les Français qui triment... Emmanuel Macron, c'est de la haute trahison. Oui, c'est de la haute trahison, oui. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Et je suis prêt à en débattre avec lui de l'affaire Alstom. Et d'ailleurs, Monsieur Montebourg est parti sur l'affaire Alstom. Souvenez-vous. Donc, je veux une commission d'enquête parlementaire. Moi je suis pas juge. Je veux que tout soit détaillé. Les bonus qu'ont empoché les dirigeants d'Alstom. Les bonus. Combien de stock options Madame Guémard a empoché pour vendre un savoir-faire français? Combien Monsieur Pécresse a empoché pour vendre un savoir-faire français? Voilà la réalité du pays. Et les Français, vous savez, ils ont tout compris. Alors il ne s'agit pas de dénoncer. Il s'agit de proposer une politique industrielle comme le font les Allemands, les Américains, les Japonais. C'est tout. Vous dites la primaire de la droite va dégoûter encore un peu plus les Français. Oui, je crois. Pas certains, vu les sondages, qu'ils ont l'air d'être intéressés par la primaire de la droite. Je n'ai pas tout à fait lu les mêmes sondages, Jean-Jacques Bourdin. J'ai lu un sondage. 36% des Français, on a publié un sondage ce matin, s'intéressaient à la primaire de la droite, 36%, ce qui est pas mal, et 70% des électeurs de la droite et du centre. Et moi j'ai vu un autre sondage, Jean-Jacques Bourdin, avant-hier, comme quoi les sondages, qui dit que 75% des Français et 68% des électeurs républicains trouvent qu'on parle trop des candidats de la primaire. Bon. Et donc ça veut dire quoi? Non mais je reviens. Ça veut dire quoi? Ils ont gouverné ensemble. Oui. Si c'était une vraie primaire, ils ont gouverné ensemble, même gouvernement, même programme, ils ont le même bilan, le même échec, et les mêmes recettes. Et d'ailleurs, ils ont exclu le seul qui pensait un peu différemment comme moi, qui est Henri Guénaud et Monsieur Miard. C'est-à-dire, ils ont pris ceux qui pensent pareil. Mais les Français sont pas idiots. Et ils vont pas se faire avoir. Non mais attendez, c'est un piège, les primaires pour les Français, je veux leur dire. Ben oui. C'est une fausse compétition. C'est une fausse compétition, c'est le rétablissement du suffrage censitaire, parce que moi je vais à la vraie primaire. 44 millions d'électeurs au premier tour de la présidentielle. Ce matin, est-ce que vous pensez que François Hollande et Nicolas Sarkozy ont commencé à privatiser cette bien sûr, campagne, comme larron en foire. Ah bon? Mais oui. Ils sont larrons en foire. Oui, parce que en vérité, chacun ne veut surtout pas qu'émerge une voie différente pour la France. Ils veulent enfermer les Français dans un duel avec le Front National. Et ils veulent nous faire à nouveau le scrutin régional du Nord-Pas-de-Calais. C'est-à-dire que d'un côté le Front National avec ses excès, et de l'autre, eux, qui apparaîtront comme le moins pire alors qu'ils ont ruiné la France. Eh bien moi je veux offrir une voie de rupture raisonnable, ni Front National, ni système. Henri Guénaud, vous l'avez eu au téléphone? Mais Henri Guénaud... Il va vous rejoindre ou pas? Si Henri Guénaud allait au bout de sa logique, ça fait 10 ans que je lui dis qu'il fallait pas suivre. Vous l'avez rencontré, mais je l'ai vu 10 fois Henri Guénaud. Et je sais, je suis certain qu'il me soutiendra le jour venu. Parce qu'on pense la même chose. Et la différence entre moi et Henri Guénaud, c'est qu'il y a 10 ans, je lui ai dit, il y a 10 ans, ne suis pas Nicolas Sarkozy, c'est la parole est belle parfois, mais les actes ne suivront jamais. Et Henri Guénaud a mis 10 ans à s'en apercevoir. Alors je lui dis maintenant, rejoins-moi.
Vous lui dites ce matin, rejoins-moi. Oui. Va-t-il vous rejoindre? Nous verrons. Mais bien. en tout cas, les Français qui aiment beaucoup Henri Guénaud me rejoignent déjà.